On se retrouve pour cette nouvelle vidéo où tu vas tout comprendre de l'assurance vie, que ce soit la fiscalité, les avantages liés à la transmission ou encore les différents frais qu'il faut comparer pour pouvoir bien choisir ton contrat. Tu peux aller voir dans la description, tu retrouveras un lien pour télécharger cette présentation au format PDF gratuitement afin que tu aies une fiche complète sur l'assurance vie. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager et également à laisser en commentaire toutes tes questions ou les remarques que tu as à faire sur cette vidéo ou sur un autre sujet. De toute façon, je réponds avec plaisir à tous les commentaires. Je suis Nico de Gérer son patrimoine. Ici, je t'apprends à investir correctement et à construire ton patrimoine. Alors tout d'abord, nous verrons au fur et à mesure de cette vidéo les différents acteurs présents au sein de l'assurance vie. Puis nous verrons concrètement ce qu'est une assurance vie avant de pouvoir approfondir la fiscalité de cette enveloppe. Puis nous verrons que c'est un outil ultime pour la transmission, pour anticiper cette transmission et nous verrons pourquoi. Et enfin, nous verrons les points à regarder pour bien comparer ces différents contrats d'assurance vie. Tout d'abord, les acteurs qui interviennent dans le cadre d'une assurance vie. Ici, tu as les différents acteurs qui interviennent. On a l'assureur. En effet, l'assureur va être l'entité, la personne qui va mettre en place ce contrat et qui va lier les différentes parties. Ici, nous avons tout d'abord le souscripteur qui est souvent assimilé également à l'assuré. Alors attention, on verra après que le souscripteur peut être différent de l'assuré. Donc le souscripteur va être la personne qui va souscrire à l'assurance vie et va également du coup verser les fonds à l'assureur. Ici, en versant les fonds, l'assureur, lui, va pouvoir lui verser les sommes qu'il réclame en cas de vie par exemple, donc ça soit pour un rachat d'assurance vie ou alors pour une sortie en capital ou en rente viagère. Ça, on le verra plus tard au cours de la vidéo. Le souscripteur, en versant ses fonds, s'assure souvent lui-même en disant qu'en cas de décès, il souhaite reverser les fonds à un bénéficiaire. Ici, il va donc choisir un bénéficiaire, donc une personne qui va recevoir les fonds sur l'assurance en cas de décès de l'assuré. Et donc, en cas de décès de l'assuré, donc de l'assuré et non du souscripteur, en cas de décès de l'assuré, le versement des sommes est fait par l'assureur au bénéficiaire directement sans passer par le notaire. Donc là, nous allons approfondir un petit peu plus. On voit que le souscripteur assuré, c'est souvent la même personne. En effet, le souscripteur est souvent assimilé à l'assuré comme je l'ai dit. L'assuré est toujours une personne physique, mais le souscripteur peut être une personne physique ou une personne morale. Tout à l'heure, j'ai dit que le souscripteur peut être différent de l'assuré et nous allons le voir maintenant. En effet, imaginons un grand-père, donc qui est souscripteur, qui souscrit à un contrat d'assurance vie pour pouvoir assurer son fils, donc le père du petit-fils. Le petit-fils, lui, sera désigné comme bénéficiaire. Dans ce montage, le grand-père veut qu'en cas de décès de l'assuré, le petit-fils touche la somme d'argent. En effet, le grand-père va verser de l'argent à l'assureur et enfin, une fois que l'assuré sera décédé, les fonds iront directement au bénéficiaire qui est ici le petit-fils. Donc on voit dans ce cas que le souscripteur peut être différent de l'assuré. Un autre cas, c'est lorsque l'on a un homme clé dans une entreprise. Par exemple, le souscripteur peut être une personne morale, donc l'entreprise, et l'homme clé peut être l'assuré, la personne physique qui est le chef de cette entreprise par exemple. Nous pouvons également avoir un bénéficiaire au sein d'un contrat d'assurance vie. Et ici, pour bien contrôler et maîtriser l'aléa, il faut une désignation claire pour un effet contrôlé du bénéficiaire. En effet, la clause est souvent par défaut à mon conjoint, à défaut mes enfants, à défaut mes héritiers. Attention, cette clause peut être vague dans beaucoup de cas et donc il faut parfois qu'elle soit un peu plus précise pour bien définir les bénéficiaires et on peut également mettre des proportions, c'est-à-dire on choisit de verser 50% à tel bénéficiaire, 40% à tel autre bénéficiaire et les 10% restants à un autre bénéficiaire. Donc on peut vraiment moduler la clause bénéficiaire en fonction de son profil et de ses attentes. Ensuite, c'est quoi une assurance vie? Une assurance vie, c'est simple, c'est composé de deux choses. Déjà, un fonds euro. Donc pour le fonds euro, tu peux aller voir cette vidéo que j'ai fait dernièrement où j'explique ce qu'est un fonds euro. J'explique également le classement des meilleurs fonds euros sur le marché actuellement selon moi. Donc tu pourras retrouver les meilleurs fonds euros. Ce classement a été fait en fonction de différents critères mais portant uniquement sur les fonds euros, pas sur le contrat d'assurance, attention. Donc ici, un fonds euro et une partie unité de compte, donc UC. On va voir tout de suite à quoi ça correspond. Le fonds euro, il est composé d'obligations, que ce soit des obligations d'État pour la majorité et des obligations d'entreprise. Il est composé également d'immobilier avec une proportion plus ou moins importante suivant les contrats d'assurance et surtout suivant les fonds euros.
Il est composé également d'actions, de private equity pour booster un peu plus ce rendement. Ici, on a également dans le contrat d'assurance vie des unités de compte. Donc les unités de compte, on va aller chercher la partie rendement sur le contrat grâce à ces unités de compte souvent, puisqu'on va retrouver une partie action, par exemple avec des ETF actions. On va retrouver également des SCPI, donc des sociétés civiles placement immobilier, pour investir également sur l'immobilier et avoir des revenus récurrents grâce à ce placement. On a également des fonds actions et également des fonds obligataires ou monétaires. Donc sur les unités de compte, souvent on assimile l'unité de compte au risque alors que c'est faux. Il y a également dans les unités de compte des choses moins risquées comme les fonds obligataires ou les fonds monétaires. Ensuite, on parle de différents types d'assurances. On a les assurances monosupport lorsque l'on a seulement un fonds euro sur le contrat d'assurance. Ici, 100% des fonds vont être mis sur le fonds euro et donc on a une assurance monosupport. Souvent, on souscrit à des assurances multi-supports, c'est-à-dire qu'on a le fonds euro, mais également les unités de compte, et donc on peut choisir de mettre tant de pourcentage sur le fonds euro et tant de pourcentage sur les unités de compte. La différence de pourcentage entre fonds euro et unités de compte variera en fonction de l'aversion au risque, du profil, des objectifs, etc. Ensuite, ce qu'il faut savoir sur les assurances vie, c'est qu'il y a une garantie publique. Cette garantie publique est assurée par le Fonds de garantie des assurances de personnes, donc la FGAP. Ici, le fonds de garantie, c'est quoi? C'est en cas de défaillance de l'assureur, il y a 70 000 € qui sont garantis par assuré et par compagnie d'assurance. Prenons un exemple. Imaginons que tu possèdes un contrat d'assurance A et un contrat d'assurance B. Sur le contrat d'assurance A, tu as 80 000 €. Sur le contrat d'assurance B, tu as 60 000 €. En cas de défaillance de l'assureur A et de l'assureur B, donc là, il ne faut vraiment pas avoir beaucoup de chance, mais en cas de défaillance de ces assureurs, tu perds 10 000 € sur le contrat d'assurance A, puisqu'il y avait 80 000 € et on te garantit 70 000 €. Donc tu récupéreras 70 000 €, mais tu perds 10 000 €. Pour le contrat d'assurance B, tu vas récupérer tes 60 000 €, puisque cela rentre dans les 70 000 € qui sont garantis par assuré par compagnie d'assurance. Attention, si tu ouvres différents contrats d'assurance auprès du même assureur, là, les 70 000 € ne pourront pas être par contrat d'assurance, c'est bien par compagnie d'assurance. Nous allons maintenant voir la fiscalité de cette enveloppe. Avant toute chose, il faut faire attention. Contrairement à une idée reçue, on peut sortir quand on veut de l'assurance vie. Et seulement les gains sont fiscalisés. C'est-à-dire que si tu as mis 100 sur une assurance vie, que tu souhaites sortir au bout de 1 an et que tu as 105, tu vas être fiscalisé seulement sur les 5 et donc tu paieras ici 30% d'impôts et tu paieras ici 12,8% d'impôts et 17,2% de prélèvements sociaux qui équivaut à 30% puisqu'on est inférieur à la date qu'on verra ensuite. Mais donc tu peux sortir quand tu veux et tu es fiscalisé seulement sur les gains, pas sur le capital que tu as mis. Il y a 2 choses à comprendre. On a tout d'abord les primes versées avant le 27 septembre 2017 et les primes versées après le 27 septembre 2017. En fonction de ces dates, il y aura différents cas de figure pour la fiscalité. Le premier, ça va être avant le 27 septembre 2017, donc si tu verses des primes avant. Alors, si tu n'as pas encore ouvert le contrat, cette partie-là ne va pas t'intéresser, donc je vais passer quand même assez rapidement. Mais ici, il faut savoir qu'il y a 3 points à connaître. Il y a un contrat inférieur de 4 ans, un contrat entre 4 et 8 ans et un contrat qui a plus de 8 ans. On a un barème dégressif, c'est-à-dire qu'on est au PFL, donc prélèvement forfaitaire libératoire à 35% si ton contrat a moins de 4 ans. Donc tu paieras 35% d'impôt sur les gains seulement. Et après, on a toujours les 17,2 de prélèvements sociaux qui sont, eux, présents à chaque fois. Donc, soit tu choisis le prélèvement forfaitaire libératoire à 35% pour un contrat de moins de 4 ans, ou alors tu peux opter pour le barème progressif, donc l'impôt sur le revenu au barème progressif, j'en reparlerai juste après. Pareil, pour un contrat entre 4 et 8 ans, il y a une amélioration, tu paieras un peu moins d'impôts puisqu'ici, ça sera 15%. Et enfin, pour un contrat de plus de 8 ans, tu auras un abattement annuel sur les gains, donc de 4 600 € pour une personne et 9 200 € pour un couple par an. C'est-à-dire que quand tu vas retirer que tu auras tes gains, on met en place l'abattement et ensuite, s'il y a un reliquat au-dessus de cet abattement, il va être imposé à 7,5% et les 17,2% en plus de prélèvements sociaux. Ou alors toujours, tu peux opter au barème progressif à l'IR. Ce qui nous intéresse surtout, ça va être les primes versées après le 27 septembre 2017. Ici, on a 2 types de contrats. Le contrat de moins de 8 ans,
Donc c'est le contrat standard, c'est-à-dire que demain tu ouvres ton contrat, tu verses tes primes, bah, il aura forcément moins de 8 ans. Donc là tu vas être imposé au PFU, 30% la flat tax, c'est-à-dire que tu auras 12,8% d'impôts et 17,2% de prélèvements sociaux. Tu pourras pareil opter si tu le souhaites au barème progressif, donc à l'impôt sur le revenu, au barème progressif. Et si ton contrat a plus de 8 ans, là on retrouve l'abattement annuel sur les gains de 4 600 € pour une personne et 9 200 € pour un couple. Et enfin, il y aura deux cas de figure au sein de ce contrat de plus de 8 ans. Pour un montant de prime versée inférieur ou égal à 150 000 € sur tous les contrats d'assurance vie, pas sur un seul mais sur tous les contrats d'assurance vie, tu seras soumis à l'impôt à 7,5% et aux prélèvements sociaux 17,2% toujours. Toujours l'option. Et en revanche, pour les primes qui vont dépasser les 150 000 € sur tous les contrats toujours, ici, on retrouve les 12,8% d'impôts et les 17,2% de prélèvements sociaux. Donc on se rend bien compte qu'ici, l'avantage du contrat de plus de 8 ans, ça va être l'abattement annuel et ça va être pour les primes inférieures ou égales à 150 000 € parce que dès qu'on va dépasser les 150 000 €, on va retrouver une imposition normale. Donc là, ce qu'il faut savoir sur cette fiscalité en cas de rachat total ou partiel de ton contrat d'assurance vie, attention, si tu sors complètement, tu vas casser le contrat et donc l'antériorité va être rompue. C'est-à-dire que s'il avait plus de 8 ans et que tu fais un rachat total, le contrat ne pourra plus avoir 8 ans d'ancienneté puisqu'il va falloir réouvrir un autre contrat si tu souhaites investir de nouveau sur un contrat d'assurance vie. Donc fais attention au rachat total, surtout quand tu as dépassé les 8 ans. Pour un rachat partiel, c'est quand tu vas retirer une partie de ton argent et que tu vas vouloir profiter de cet argent. Il faut savoir que quand on a un contrat de plus de 8 ans, comme on a vu, il y a un abattement de 4 600 € pour une personne et 9 200 € pour un couple. Cet abattement n'est pas reportable d'une année sur l'autre. Il faut faire attention également au choix du barème progressif ou du PFL ou PFU en fonction de la date de versement. Cette option est globale pour l'année et s'applique à tous les revenus de capitaux mobiliers. Ensuite, il ne sert pas à grand chose de prendre date sur un contrat d'assurance vie pour les primes qui sont supérieures à 150 000 € puisque comme on a vu, on revient à un taux d'imposition de 12,8% au-delà des 150 000 € de primes versées. Les différentes possibilités de sortie, donc ici on a vu la sortie en capital, on peut également faire la sortie en rente viagère. On peut faire une sortie en capital, puis une sortie en rente viagère. En revanche, attention, si tu choisis de sortir en rente viagère, c'est irréversible. Donc souvent, il est mieux de faire ces sorties en capital par rachat partiel durant la durée de vie du contrat. Puis, une fois qu'on arrive vers la retraite et qu'on souhaite avoir des revenus réguliers, on peut faire une sortie en rente viagère, mais par contre, on ne pourra pas revenir en arrière. Pour la fiscalité sur cette partie-là, on a un âge au moment du choix de sortie en rente viagère. Donc, par exemple, si tu as entre 50 et 59 ans, au moment du choix de sortir en rente viagère sur ton contrat d'assurance vie, la fraction imposable de la rente, donc de la somme que tu vas recevoir tous les mois, va être de 50%. C'est-à-dire que si tu choisis de récupérer tous les mois 1 000 €, tu vas être imposable sur les 500 € de cette rente. J'ai pris un exemple d'une personne qui décide de toucher une rente de 1 000 € par mois comme je l'ai indiqué. Il a 61 ans. Donc ici, on est dans la tranche à 40%. Donc 40% de la rente va être fiscalisée, va être soumis à l'impôt sur le revenu. Donc 40% de 1 000 €, ça fait 400 €. 400 € vont être soumis à l'impôt sur le revenu, plus les prélèvements sociaux, 17,2%. Et en revanche, 600 € sont considérés comme un retour de ton capital par l'administration fiscale et donc sont non imposés. L'assurance vie, c'est également un outil ultime pour anticiper sa transmission. Donc là, on va voir tout de suite pourquoi c'est intéressant d'avoir une assurance vie pour anticiper la transmission, mais aussi la fiscalité de cette transmission en cas de décès. Ici, on dit d'une assurance vie qu'elle est hors succession. En effet, la transmission se fait directement. L'assureur verse les fonds aux bénéficiaires et ne passe pas par le notaire. Ensuite, il y a une fiscalité spécifique. On sort de la fiscalité liée à la succession, donc la fiscalité normale. Ici, on a des abattements qu'on va voir juste après. On a des taux spécifiques également à l'assurance vie, des taux à 20% par exemple. Et enfin, il y a un libre choix du bénéficiaire. Attention, libre choix sans entamer la réserve héréditaire, ce qu'on va voir tout de suite.
Il faut faire attention à la réintégration de certaines primes à la succession, surtout lorsque l'on va dépasser un certain abattement qu'on verra juste après. Et enfin, l'assurance vie ne doit pas permettre de contourner les héritiers réservataires. Ça vient un peu en contradiction avec le libre choix du bénéficiaire. On a bien le libre choix du bénéficiaire, c'est-à-dire qu'on choisit qui sera le bénéficiaire, mais la règle ultime, c'est de respecter la réserve héréditaire et la quotité disponible, deux notions que j'ai abordées sur mon compte Instagram. Donc n'hésite pas à t'abonner sur mon compte Instagram où je mets des astuces et des réels tous les jours pour te permettre d'apprendre à investir correctement et surtout d'apprendre à gérer ton patrimoine. Donc maintenant, nous allons voir la fiscalité en cas de succession et en cas de décès du coup de l'assuré lorsque les primes vont arriver aux bénéficiaires. On a deux cas, les primes versées avant 70 ans et les primes versées après 70 ans. Pour les primes versées avant 70 ans, on a un abattement de 152 500 € par bénéficiaire et cet abattement porte sur la totalité des contrats d'assurance vie. Tous les contrats confondus par bénéficiaire. Ce n'est pas en ouvrant plusieurs assurances vie et en nommant à chaque fois le même bénéficiaire que tu vas bénéficier de 152 500 € d'abattement à chaque fois. Ensuite, au-delà de ces 152 500 €, donc tu vas commencer à être taxé. Donc de 152 500 € à 852 500 €, il y a une taxation de 20%. Et au-delà de ces 852 500 €, la taxation passe à 31,25%. Donc là, on passe sur une taxation spécifique à l'assurance vie et au contrat d'assurance vie. Pour les primes versées après les 70 ans, on aura un abattement de 30 500 € pour tous les bénéficiaires et tous contrats confondus. Ici, ce n'est pas par bénéficiaire. Attention, il ne faut pas confondre avec les primes versées avant les 70 ans. L'abattement porte sur les primes versées seulement, pas sur les gains. Et ensuite, une fois qu'on a dépassé cet abattement, on aura une imposition des primes versées, donc seulement des primes, aux droits de succession normaux suivant le lien de parenté, donc que ce soit père-fils par exemple, ou avec un lien de parenté envers des neveux, et c'est entre souscripteurs et bénéficiaires, pas entre assurés et bénéficiaires. L'imposition est bien calculée entre le lien de parenté, entre le souscripteur et le bénéficiaire. Ici, j'ai fait un petit schéma et un petit exemple pour t'expliquer la fiscalité en cas de succession pour les primes versées après les 70 ans. Imaginons Jean, qui est le souscripteur et l'assuré, et qui verse 100 000 € sur un contrat d'assurance vie et nomme deux bénéficiaires, donc Enzo et Paul, avec Enzo qui recevra 30% des fonds sur le contrat et Paul 70%. Donc c'est-à-dire ici, dans le cas présent, 30 000 € et 70 000. Au décès de Jean, le contrat est à 150 000 €, mais nous, ce qu'on va retenir, ça va être seulement les primes versées, non les gains. Donc l'abattement de 30 500 € pour tous les bénéficiaires et tous les contrats confondus porte seulement sur les primes versées. Donc au prorata, on va donc faire ici un prorata pour calculer l'abattement par bénéficiaire, puisque ici ce n'est pas un 50-50, c'est 30-70. Donc l'abattement au prorata sera de 21 350 € pour Paul, c'est-à-dire 70 000 moins l'abattement, donc moins 21 350 €. Il y aura 48 650 € qui vont être imposables suivant le lien de parenté entre le souscripteur, qui est Jean, et Paul. Ici, pour Enzo, on aura un abattement de 9 150 € au prorata, soit 20 850 € qui vont être imposables, pareil, suivant le lien de parenté entre le souscripteur et donc le bénéficiaire qui est ici Enzo. Ensuite, tu dois savoir comparer les contrats d'assurance vie. Pour les comparer, déjà, il faut savoir qu'il y a différents modes de gestion. Tu as la gestion libre et donc tu le gères de manière autonome ensuite. Tu as également la gestion pilotée, tu fais une délégation totale de tes fonds et cette personne va pouvoir piloter le contrat d'assurance vie. Ensuite, il y a la gestion à horizon. C'est un changement de stratégie en cours de contrat pour une sécurisation, puisqu'ici, on va être surtout sur un horizon long terme pour la retraite. Donc, au fur et à mesure que les années vont passer et que la retraite va se rapprocher, on va sécuriser de plus en plus les fonds en allant sur des unités de compte moins risquées, par exemple des fonds obligataires, monétaires, ou alors en se redirigeant également sur le fonds euro. Il y a également la gestion conseillée. Ici, tu ne vas pas déléguer la gestion, mais tu vas prendre le conseil de ton conseiller en investissement financier qui va te dire ce qu'il te préconise et toi, tu vas être seul à prendre tes décisions et faire tes arbitrages en fonction des conseils si tu choisis de les suivre ou non. On va ensuite comparer les frais. Il va y avoir différents frais au sein d'un contrat d'assurance vie. Tout d'abord, il y a les frais de dossier. Souvent, ce sont des frais au forfait et qui sont dus à l'ouverture du contrat.
Ensuite, il y a des frais de versement. À chaque fois que tu vas verser de l'argent sur ton contrat d'assurance vie, tu vas être impacté par ces frais de versement. Sur les bons contrats d'assurance vie, on n'aura pas ou très peu de frais de versement. Les frais de dossier sont dus uniquement au début, à l'ouverture du contrat. Après, une fois que tu vas verser de manière échelonnée sur ton contrat d'assurance vie, tu n'auras plus à payer les frais de dossier. Par contre, les frais de versement sont en pourcentage et vont être à payer à chaque fois que tu verses sur le contrat. Il y a également les frais de gestion pour les fonds euros. Donc des frais de gestion de fonds euros, les frais de gestion concernant les unités de compte, les frais de gestion concernant le contrat. Bref, il y a différents frais de gestion qui sont souvent sur les bons contrats inférieurs à 1%, bien inférieurs à 1%, même aux alentours des 0,5-0,6%. Il y a également des frais d'arbitrage. Donc ce sont des frais lorsqu'il y a un passage d'unité de compte à fonds euros ou inversement, ou même des arbitrages au sein des unités de compte. Il y a également des frais de sortie. Donc en cas de rachat, si tu souhaites récupérer ton argent sur ton compte, tu devras payer des frais de sortie. Sur les bons contrats d'assurance vie, il y a beaucoup de ces frais qui sont à 0%, comme les frais de versement, les frais de sortie, les frais de gestion sont à peu près autour des 0,5-0,6%. Donc maintenant, tu peux avoir vraiment des bons contrats avec très peu de frais. En conclusion, tu n'es pas bloqué quand tu ouvres un contrat d'assurance vie. C'est une idée reçue de penser que ton contrat d'assurance vie est bloqué pendant 8 ans. Non, c'est faux. Tu peux retirer ton argent quand tu veux, tu seras fiscalisé seulement sur les gains. C'est une enveloppe fiscale intéressante, surtout dans un souci de transmission. La performance ne dépend pas du contrat, mais plutôt des produits disponibles au sein de celui-ci. Alors attention, un mauvais contrat d'assurance vie, ça peut être, comme on l'a vu, un contrat qui a beaucoup de frais, mais ça peut également être un contrat qui aura des produits d'investissement qui ne seront pas forcément conformes à tes objectifs et surtout qui ne vont pas être très performants puisqu'il y aura beaucoup de frais. Donc, un bon contrat aura également des bons produits, des bons actifs au sein du contrat d'assurance vie, que ce soit dans les unités de compte et également un bon fonds euro. Attention aux frais. Comme je l'ai dit juste avant, il faut bien faire attention à tous les frais. Aujourd'hui, tu peux trouver des contrats avec peu de frais. Et ensuite, ce qu'il faut retenir, c'est que pour les versements avant 70 ans, tu bénéficies de cet abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Dès qu'on passe les 70 ans, l'abattement est réduit à 30 500 €. Il faut bien prendre en compte également l'antériorité de 8 ans du contrat d'assurance vie. À partir de 8 ans, tes gains sont imposés à 7,5% et ça, c'est intéressant. Mais attention, pour les primes versées inférieures ou égales à 150 000 € sur tous les contrats d'assurance vie confondus. Donc dès que tu vas dépasser, tu n'auras plus ce gain fiscal de 7,5, tu vas repasser à 12,8% pour être au PFU 30% en intégrant les 17,2% de prélèvements sociaux. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as pu apprendre des choses concernant le contrat d'assurance vie et surtout comprendre que c'est un fonds euro et des unités de compte et que c'est une enveloppe idéale pour la fiscalité certes, mais surtout la transmission. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Tu peux également du coup télécharger cette présentation dans la description, comme ça tu auras tout avec toi et tu pourras y revenir assez facilement. N'hésite pas à me suivre en cliquant juste ici et tu peux aller voir la dernière vidéo juste là. Je te dis à bientôt et surtout prends soin de tes investissements.